Mon enfant, mon héritage. Mon enfant, mon héritage, un espace d'échange, de découverte et d'impact pour des vies productives, des familles harmonieuses et une nation forte. Mon enfant, mon héritage vous est proposé par l'ONG Rehoboth. Appelez-nous au 69 54 99 99 69 54 99 99. Remercions Dieu de les avoir. Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Bonne écoute à vous. Fais le repos de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Bonjour chers parents et futurs parents, je vous souhaite la bienvenue sur votre émission Mon enfant, mon héritage. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vous informer que à la fin de chaque émission, nous poserons désormais une ou deux questions auxquelles les auditeurs vont répondre au 69 54 99 99. Et ceux qui auront bien répondu seront gratifiés d'un bon de formation que nous déposerons à la radio Le Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Alors, la dernière fois, nous avons abordé les différentes définitions de l'enfant. Aujourd'hui, nous parlerons des différentes phases de l'enfant, depuis le sein maternel jusqu'à l'âge adulte. Alors, en premier lieu, nous parlerons de la phase prénatale, c'est-à-dire tout ce qui se passe, la vie intra-utérine, avant que le bébé ne sorte. Et laissez-moi vous dire que la vie intra-utérine n'avait pas particulièrement intéressé les psychologues, compte tenu des difficultés liées à l'observation de l'enfant avant sa naissance. Cependant, aujourd'hui, ils commencent à admettre qu'il existe un comportement prénatal de l'enfant. Et je comprends pourquoi David pouvait dire, dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Il y a la version parole de vie qui dit, « J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. » Alors, abordons à présent la phase intra-utérine. D'après les spécialistes de l'observation prénatale, l'enfant passerait par 3 phases dans son évolution intra-utérine. La première phase est appelée la phase de la germination, qui va de la conception jusqu'à l'implantation de l'œuf dans la cavité utérine. La deuxième phase est la phase embryonnaire qui va de la 3e semaine jusqu'à la 10e voire la 12e semaine, c'est-à-dire de 2 mois et demi à 3 mois. Qu'observe-t-on à cette étape? À cette étape, l'embryon a déjà une apparence humaine. À 5 semaines, le cœur commence à battre et la plupart des organes commencent à se développer, suivi du cerveau et de la moelle épinière. Toutes les parties du corps sont en place, mais elles ne sont pas encore bien formées. Le développement continue alors tout au long de la grossesse. Cette phase embryonnaire est très sensible, car c'est ici que surviennent souvent les principales malformations comme la cécité et la surdité que l'enfant peut subir à la naissance. Entre autres, nous pouvons citer quelques causes ou quelques facteurs de malformation congénitale. Il y a la consanguinité, c'est-à-dire que lorsque 2 frères s'unissent, 2 personnes de même sang s'unissent, ça peut créer des malformations congénitales. Et ça peut aller même jusqu'à des décès. Il y a également des facteurs socio-économiques. Lorsque les parents n'ont pas assez de moyens et que la mère ne se nourrit pas assez suffisamment, cela peut déclencher également des troubles congénitaux. Nous avons également l'âge de la mère, qui est un facteur de risque de développement du fœtus intra-utérin anormal. Lorsque l'âge est très avancé, cela peut accroître les risques d'anomalies chromosomiques. Certes, nous sommes en train de parler à des chrétiens et on pourra me dire que Dieu est un Dieu qui fait des miracles, un Dieu de toute possibilité. Je respecte vos croyances, je respecte votre foi, mais je ne fais que dire ce qui existe pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Parce que nous avons l'habitude de voir qu'il y a des personnes, pour une raison ou pour une autre, refusent de se marier à temps et se disent qu'elles ont tout le temps de faire toute leur vie. Oui, la Bible dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Nous croyons également en un Dieu de la foi. Mais lorsque ça ressort de nous-mêmes, notre volonté,
où nous ne faisons pas ce que nous devons faire au moment où nous devons le faire, ça peut nous créer des ennuis. Il y a également d'autres facteurs environnementaux. Il y a des facteurs maternels comme les maladies, les infections, la syphilis, la rubéole, certaines maladies virales. Il y a les carences nutritionnelles, la consommation d'alcool, la prise de certains médicaments, ainsi de suite. Au troisième stade, appelé le stade fœtal, qui va de la 12e semaine à la naissance, les principales fonctions de l'enfant sont déjà formées et cette phase consiste principalement en leur croissance. Autour de la 24e semaine, le bébé entend déjà le son, les bruits de basse fréquence provenant de l'extérieur. En évoluant, nous vous expliquons pourquoi est-ce que nous vous donnons tous ces détails. Nous abordons à présent le développement prénatal du cerveau. Le cerveau joue un rôle capital dans la croissance de l'enfant. Le développement du cerveau, surtout pendant cette période de la croissance utérine, dépendra en grande partie d'un nombre de paramètres extérieurs, à savoir la nutrition de la maman et l'alimentation de l'enfant. C'est-à-dire qu'une malnutrition sévère de la maman pendant la période prénatale ou une sous-alimentation de l'enfant tout juste à la naissance peuvent avoir un impact négatif, premièrement sur le développement des interconnexions neuronales, sans lesquelles le cerveau ne peut bien fonctionner. C'est-à-dire que, même si les cellules du cerveau sont déjà en place à la naissance, sans la connexion entre les neurones, il ne peut pas bien fonctionner. Et l'un des facteurs favorisant le ralentissement de l'influx nerveux, c'est la malnutrition. Ça veut simplement dire que la maman qui ne se nourrit pas très bien est en train de créer un problème pour le cerveau de l'enfant. Et cette interconnexion se fait à partir de la naissance grâce à un phénomène qui est appelé la myélinisation, qui se fait pendant les 2 premières années de l'enfant. Le second impact négatif que la malnutrition peut avoir sur l'enfant porte sur la capacité que pourrait avoir plus tard le cerveau en matière de connaissances, telles que la concentration, la mémoire, l'attention et la relation que l'enfant peut avoir avec son monde extérieur, c'est-à-dire comprendre les autres, interagir avec les autres. Et nous pouvons avoir 3 types de cerveau. Il y a le cerveau reptilien qui est responsable de notre survie et guidé par les instincts pour réaliser des fonctions vitales comme respirer, bouger. Il y a le cerveau émotionnel ou limbique à travers duquel nos émotions sont générées. Et nous avons 6 types d'émotions, pour ne pas dire 6 groupes d'émotions. Il y a la peur, il y a le dégoût, la surprise, la joie, la colère, la tristesse. Et enfin, nous avons le cerveau rationnel ou le cortex qui permet de raisonner, de planifier, d'organiser et de prendre des décisions. Et laissez-moi vous dire que le cerveau de la fille ne fonctionne pas de la même façon que le cerveau du garçon. Et d'ailleurs, nous avons vu dans le livre de Genèse que l'homme a été créé de façon différente que la femme. Après toutes ces étapes prénatales, abordons alors l'étape postnatale. Laissez-moi vous dire que l'enfant passe par au moins 5 phases après la naissance. Il y a la phase de nourrisson qui est de 0 à 2 ans. Il y a la phase de la petite enfance qui est de 3 à 5 ans. Il y a la phase de la seconde enfance qui est de 6 à 9 ans. La phase de la préadolescence ou de la puberté qui est de 11 à 14 ans, mais aujourd'hui, elle peut descendre jusqu'à 9 ans. La phase de l'adolescence proprement dite qui va de 14 à 17 ans et la phase post-adolescente de 18 ans à 20 ans. Mais aujourd'hui, les psychologues reconnaissent que ça peut aller jusqu'à 24 ans pour certains enfants. Mais entre toutes ces phases, l'enfant traverse certaines crises au nombre desquelles nous avons la première qui est la crise de la naissance. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Ça veut dire simplement que le jour que l'enfant sort du sein maternel, il se met à crier simplement parce que sa zone de confort a été modifiée. Il a changé d'environnement, donc l'enfant vit une crise à la naissance. Après cela, l'enfant vit également une deuxième crise, appelée la crise de colère, entre 1 an et demi et 3 ans. La première adolescence, qui se vit à 3 ans, et l'âge de la socialisation à 6 ans, et puis la crise de l'adolescence. Déjà, notifions que la crise, c'est un moment imprévisible et spectaculaire, moment où l'on sort de sa zone de confort. Et pour notre sujet, la zone de confort de l'enfant, c'est bien évidemment le ventre de sa mère, ou, à la sortie, c'est les bras de sa maman. Alors, la phase de nourrisson, c'est une phase que l'enfant aime très bien, parce qu'il est allaité, il est choyé, il est chouchouté, il est souvent collé à sa maman, il est dans les bras de maman. Moins de choses, on prend soin de lui. À ce niveau, l'enfant n'a pas trop de problèmes.
Mais à partir de 1 mois et demi, l'enfant vit également une seconde crise, comme nous l'avons annoncé, la crise de la colère. Mais laissez-moi vous dire que cette crise, elle est tout à fait normale. C'est une crise normale. Mais plusieurs parents ne s'en rendent pas compte et ne savent pas comment gérer cette crise, ce qui crée également d'autres problèmes à l'enfant. La crise de la colère est une étape normale de la croissance qui s'observe pendant la petite enfance. Car l'enfant traverse un changement à cause de son cerveau. C'est-à-dire que chaque fois que l'enfant veut poser un acte, chaque fois que l'enfant veut toucher un objet, veut prendre un objet, il n'y arrive pas. Car les neurones ne sont pas encore bien développés. Et puisqu'il ne parle pas, il le manifeste par sa colère. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le développement du cerveau et les activités que l'enfant veut entreprendre. Du coup, comme il n'arrive pas à poser les actes qu'il veut poser, ça l'énerve et il se met en colère. Et son cerveau n'étant pas encore mûr pour comprendre que pour prendre l'objet, il faut attendre un certain âge, c'est soit il se met à pleurer pour ceux qui ont peut-être un tempérament extraverti, pour d'autres, ils s'enferment dans leur coquille pour les introvertis. Et laissez-moi vous dire que l'intensité de la colère dépend des gènes transmis par les parents. Ça dépend également du tempérament de l'enfant. Et nous avons 4 tempéraments. Nous avons les sanguins et les colériques. Nous avons les flegmatiques et les mélancoliques. Et ça dépend de l'accueil intra- et extra-utérine. C'est-à-dire que le comportement des parents depuis le sein maternel déteint sur la colère de l'enfant. Si l'enfant a été bien accueilli ou pas, l'enfant le ressent. Si l'enfant est aimé ou pas, l'enfant le ressent. Et pour appuyer ce que je suis en train de dire, il y avait un enfant qui était malade, au point de mourir. Les médecins ont tout fait, mais ils n'ont pas pu le guérir. Mais son grand frère disait chaque fois, je vais aller voir ma sœur, parce qu'on l'avait hospitalisé à la néonatologie. Je vais aller voir ma sœur. Or, il n'est pas permis à quelqu'un de rentrer dans la salle, là où se trouve l'enfant. Et sur insistance du frère et des parents, les médecins ont accepté de laisser le frère rentrer dans la salle. Une fois rentré, le frère a commencé à chanter un chant qu'il avait l'habitude de chanter à sa sœur pendant qu'elle était dans le sein de sa maman. Mais curieusement, force est de constater que cet enfant, que les médecins ont déclaré mourant, cet enfant a commencé par guérir et il a encore fait des années sur cette terre. Juste pour vous dire que l'accueil que le parent réserve à l'enfant depuis le sein de sa maman déteint sur son comportement à la naissance et même jusqu'à l'âge adulte. Donc, bien aimés, chers parents et chers futurs parents, il y a des enfants qui ont des attitudes même à l'âge adulte, mais la cause ou la source de ces attitudes est très lointaine. Ça peut démarrer même depuis le sein maternel. Et pour appuyer ce que je disais tantôt, il y a un enfant de 21 ans à qui un homme de Dieu avait dit un jour, Dieu est ton père et il t'aime. Et l'enfant a rougi, l'enfant s'est mis en colère. Mais pourquoi? Elle se dit, mais comment Dieu peut-il être mon père? Quel est ce père-là aussi méchant? Quel est ce père-là qui m'a laissé vivre tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance? Et après investigation, l'homme de Dieu s'est rendu compte que pendant sa grossesse, même avant la grossesse, son papa ne voulait pas de la grossesse. Et c'est comme si la maman a glissé la grossesse, elle a tout fait pour avoir la grossesse. Ce qui fait que bon, le papa a négligé non seulement et la maman et la grossesse. Il levait même la main sur la maman. Et finalement, la maman aussi a développé de la haine pour l'enfant. Ce qui fait que l'enfant a été élevé seul par la maman. Et mieux, cet enfant avait aussi un tempérament mélancolique. Donc vous voyez que tous ces événements, tous ces facteurs, plus son tempérament, ont fait de cet enfant un enfant qui s'est recroquevillé sur lui. Un enfant difficile à aimer, oui. Un enfant qui a du mal à aimer son prochain parce qu'il n'a pas reçu de l'amour. Et il a fallu que ce pasteur travaille sur cet enfant avant qu'elle n'ouvre son cœur, avant qu'elle le soit libérée. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, que la manifestation de la colère chez les enfants extravertis est différente de celle des introvertis. Les sanguins expriment leur colère en criant, les mélancoliques manifestent leur colère en se cachant, les colériques expriment leur colère en se tordant et en se jetant en roulant par terre, les flegmatiques expriment leur colère en disparaissant comme s'ils ne sont plus là. Bien aimé, voilà un peu brièvement résumé la crise que traverse l'enfant entre 1 an et demi et 3 ans que nous appelons la crise de la colère. Et il revient aux parents de savoir gérer cette crise. Malheureusement, elle s'aggrave lorsque les parents ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est pour cela que je disais dans mon introduction que pour éduquer un enfant, nous avons besoin de la connaissance,
Nous avons besoin de connaître le tempérament de l'enfant. Nous avons besoin du temps. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la détermination. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Avant de terminer, je vous laisse la question du jour. Qu'est-ce qui est à l'origine de la crise de colère de l'enfant?